Bonjour à tous, bienvenue sur Cruauté en face Story. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a glacé le Japon tout entier. Une affaire à la fois troublante, incompréhensible et profondément tragique. Imaginez une jeune femme pleine de rêves, belle, ambitieuse, prête à conquérir le monde du mannequinat. Et un frère effacé, frustré, étouffé par la pression familiale. Deux destins liés par le sang, mais séparés par une ombre de jalousie, de rancune et peut-être de folie. Ce soir, on plonge dans l'affaire Azumi Muto, un drame qui a secoué Tokyo, où la frontière entre amour fraternel et haine silencieuse a volé en éclats. Préparez-vous, car cette histoire nous emmène là où le lien familial devient le théâtre d'un cauchemar. Quelque part dans la périphérie de Shibuya, à Tokyo, se trouve la clinique dentaire appelée Muto, une petite entreprise familiale appartenant à la famille Muto. Le plus jeune de cette prestigieuse famille était Azumi Muto, né le 13 juin 1986. Elle avait deux frères aînés, dont le plus jeune avait une année de plus qu'Azumi. Il s'appelait Yuki. Tout le monde dans leur famille était stomatologue ou autre professionnel de la santé. Et par rapport à la tradition japonaise, leurs parents s'attendaient à ce que Azumi et ses frères suivent leurs traces. Ils voulaient que leurs enfants reprennent éventuellement la direction de la clinique familiale. Et évidemment, ils aimeraient que cela soit également transmis à leurs futurs petits-enfants. Le frère aîné d'Azumi, dont le nom reste inconnu, suivait les traces de ses parents. Il étudiait dur et avait de bonnes notes à l'université. Bien entendu, ses parents en étaient fiers, et si Yuki et sa jeune sœur Azumi avaient pu suivre l'exemple de leur grand frère, ils auraient été aux anges. Mais leurs rêves n'étaient pas destinés à se réaliser. Au lycée, Yuki a commencé à prendre du retard sur ses camarades et n'a pas réussi à obtenir des notes suffisantes pour aller à l'université. Quant à leur fille Azumi, elle n'a jamais été intéressée par la stomatologie et détestait le destin que ses parents lui ont imposé. Au Japon, généralement, le désir de suivre les traditions familiales peut être un fardeau très lourd pour les enfants. Il s'agit d'un problème assez grave et une telle exigence à l'égard des jeunes est si courante qu'elle affecte gravement la santé mentale des jeunes. Il en résulte l'émergence d'ermites sans aspiration dans la vie et comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, ces personnes sont connues sous le nom de hikikomori. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Japon a un taux de mortalité par suicide relativement élevé, car les gens préfèrent mourir plutôt que d'avoir honte devant leur famille. À bien y réfléchir, c'est une triste réalité à laquelle le pays est confronté, mais Azumi avait un caractère bien trempé et, bien que ses parents aient insisté pour qu'elle reste dans l'entreprise familiale, elle savait que ce n'était pas pour elle. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, la jeune fille a commencé à étudier la programmation informatique et aspirait à devenir mannequin et actrice aux grandes dames de ses parents. La pression était si forte qu'à l'âge de 18 ans, Azumi a quitté la maison familiale pendant quelques mois pour mieux se concentrer sur ses nouvelles aspirations en tant qu'actrice. Ce n'est pas une surprise, car la famille dans laquelle elle a grandi était décrite comme froide et peu aimante, et la pression que ses enfants subissaient de la part de leurs parents conduisait souvent à des querelles intergénérationnelles. À cette époque, Azumi
tournait une adaptation cinématographique à petit budget de l'animé Lemon Cream. Le film est classé 18 ans et plus et est extrêmement obscène selon les normes japonaises. Ainsi, quelques mois après avoir quitté sa famille, la jeune fille s'est retrouvée à court d'argent et a décidé de rentrer chez elle. Ses parents l'ont reçue et l'ont autorisée à contre-cœur à poursuivre ses études de programmation et l'ont même laissée travailler comme mannequin. Étonnamment, la famille était heureuse de la retrouver. Tout le monde était heureux, sauf son frère Yuki. Alors qu'Azumi était intelligente et s'épanouissait dans la voie qu'elle avait choisie, loin de la tradition familiale, les ambitions de Yuki allaient dans la direction opposée. Il voulait non seulement pratiquer la stomatologie, mais aussi faire plaisir à ses parents. Malheureusement, il n'a pas pu poursuivre ses études. Enfant, ses parents l'avaient dit qu'il ferait partie intégrante de l'entreprise familiale et qu'il serait d'une grande utilité pour sa famille, ce qui, bien sûr, a mis beaucoup de pression sur Yuki. Sa sœur Azumi était assez intelligente pour s'échapper de cette tradition. Elle a tourné le dos aux traditions familiales. Alors que Yuki s'efforçait d'obtenir l'approbation de ses parents, sa sœur Azumi n'en avait rien à faire. Elle pouvait sentir l'aversion de Yuki et savait qu'il la détestait. La jeune fille Azumi disait à ses amis que son frère Yuki lui faisait peur et qu'il avait un comportement étrange. Azumi se sentait souvent mal à l'aise dans la façon dont il la regardait et elle devinait que ses pensées n'étaient jamais bonnes. L'une des amies a même affirmé que les sentiments de Yuki pour Azumi étaient bien pires que la relation frère-sœur habituelle. Ce n'était qu'une supposition, mais apparemment il parlait parfois d'elle avec dégoût. À l'école, Yuki était considéré comme plutôt bizarre. Il avait très peu d'amis et restait la plupart du temps dans sa chambre. Et malgré cela, ses parents n'étaient pas conscients que leur fils était en train de développer une rage qui allait bientôt éclater. Le 30 décembre 2006, ses parents, accompagnés de leur fils aîné, se sont rendus à Fukushima pour rendre visite à des proches, tandis que Azumi et Yuki ont décidé de rester à la maison. La jeune fille n'avait tout simplement pas envie de partir, alors que Yuki avait prévu d'aller à un camp d'entraînement pour les vacances du Nouvel An. Mais la nuit précédant son départ, Azumi, Yuki et leur mère ont eu une malheureuse dispute. Et, bien sûr, il s'agissait du respect de la tradition et du fait que Yuki et Azumi n'avançaient pas dans la vie. L'atmosphère de cette querelle était encore dans l'air même après le départ de la plupart des membres de la famille, et Azumi et Yuki sont restés seuls dans la maison, et ils étaient tous les deux bouleversés. Les Japonais sont notoirement réservés et gardent souvent pour eux leurs véritables pensées et sentiments. C'est particulièrement vrai pour les filles, mais Azumi n'était pas comme les autres, et elle disait toujours ce qu'elle pensait. Et cette fois-ci ne faisait pas exception. Elle était encore sous le choc de la querelle de la veille, et en entrant dans la chambre de son frère, elle avait l'intention de lui parler des nombreuses choses qu'il lui avait dites. Yuki a dit à sa sœur qu'il a honte d'elle et qu'elle ne devrait plus faire partie de la famille, ce qui a mis Azumi en colère. Lorsque la querelle a repris rapidement, la jeune fille s'est empressée de dire qu'il n'arriverait jamais à rien de valable, qu'il manquait d'ambition et qu'il n'aurait plus rien. Malheureusement, cela l'a fait craquer. Dans un accès de rage, il a saisi son sabre de bois et a commencé à asséner de multiples coups au visage d'Azumi. Alors que la jeune fille résistait, les coups de Yuki devenaient de plus en plus durs.
Il voulait désespérément qu'elle se taise, et peu importe ce qu'il en coûterait. Ainsi, le 3 janvier 2007, la famille Moutot était prête à rentrer chez elle et à reprendre le travail après les vacances du Nouvel An. Juste à temps, car ils commençaient à s'inquiéter, car Yuki et Azumi n'avaient pas été en contact pendant tous ces jours, et ce n'est que juste avant leur arrivée que leur fils Yuki leur a écrit un message pour les alerter de la mauvaise odeur. Il disait que son poisson était mort peu avant son départ pour le camp et qu'il n'avait pas eu le temps de s'en débarrasser. Alors, il leur avait demandé de ne pas entrer dans sa chambre. Cependant, en rentrant chez eux, la puanteur était si forte qu'ils ne pouvaient tout simplement pas l'ignorer. Son grand-père Mamoru a proposé d'aller nettoyer les poissons morts. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre de Yuki, il a vu que le poisson qu'il gardait dans son aquarium était vivant. C'était étrange, car il y avait définitivement une odeur venant de quelque part. En regardant autour, Mamoru a découvert que l'odeur venait du placard. En ouvrant la porte, il a remarqué une pile de sacs poubelles pliés, et en regardant dans l'un d'eux, il a vu de la chair et beaucoup de sang. Mamoru a reculé sous le choc et a appelé immédiatement la police. Le corps dans le sac a été identifié comme étant Azumi, et s'attendant à ce que Yuki ait quelque chose à voir avec cela, la famille a attendu qu'il rentre chez lui avant que la police ne l'arrête. Lorsque la nouvelle a éclaté, les tabloïds ont fait irruption dans des spéculations alléguant qu'il était un nécrophile et un cannibale. Mais la police a finalement nié ces allégations, à l'exception de la relation malsaine entre les deux. Yuki a presque immédiatement avoué aux policiers et, dans la salle d'interrogatoire, il a partagé les détails horribles de son crime. En disant, après avoir battu sa sœur avec son épée, il a attrapé une serviette qui se trouvait à proximité et l'a enroulée autour du cou. Il a étouffé Azumi pendant un total de 3 minutes, comptant de 1 à 180. À sa grande surprise, la fille respirait toujours, alors il l'a traînée dans la salle de bain, puis l'a noyée. Après un bref répit, Yuki a nettoyé la scène du crime et s'est dirigé vers la cuisine où il a pris un couteau et une scie et est retourné dans la salle de bain. Là, il a enlevé les vêtements de sa sœur et a commencé à démembrer son corps. Yuki a coupé les seins et les organes génitaux de sa sœur et les a jetés dans le broyeur de déchets qui se trouvait dans l'évier de la cuisine. Il a dit que c'était pour cacher son sexe. Yuki a ensuite emballé le reste du corps de sa sœur dans des sacs poubelles qu'il gardait dans son armoire et même dans la chambre de sa sœur. Comme dans la plupart des salles de bain japonaises, le siphon se trouve sur le sol, Yuki a pu nettoyer à fond la zone de référence en dirigeant simplement le jet de la douche sur les murs et le sol. Une fois satisfait de son nettoyage, le garçon a fait ses valises pleines de vêtements et de fournitures scolaires pour partir au camp plus tard dans la journée. Lors du procès, l'avocat de Yuki a tenté de faire valoir qu'il était mentalement incapable de comprendre son crime et qu'il ne pouvait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Après avoir été examiné par un psychiatre, il s'est avéré qu'il était mentalement instable au moment du meurtre de sa sœur. Les experts ont affirmé qu'il avait des capacités réduites avant le crime et qu'il était fou au moment où il a mutilé le corps de sa sœur. Son avocat insistait sur le fait qu'il ne devrait pas être tenu légalement responsable de ses actes à cause de cela. Mais les procureurs ont rejeté cette requête
et ont considéré que l'animosité entre eux était un mobile suffisamment fort pour tuer Azumi. Ainsi, Yuki a été accusé d'avoir assassiné et profané le cadavre de sa sœur. Un peu plus d'1 an s'est écoulé et en mai 2008, Yuki Muto a été reconnu coupable. Pour tout cela, il n'a écopé au total que de 8 ans de prison et a été acquitté de l'accusation de profanation du corps au motif qu'il était handicapé mental. Ceci malgré le fait que Yuki est entré dans les détails de ce qui s'est passé exactement avant son crime et a également montré qu'il avait un souvenir clair du meurtre et savait exactement ce qu'il faisait. Par conséquent, heureusement, la Cour suprême de Tokyo a considéré cette raison suffisante pour annuler le verdict initial. Ils ont changé sa condamnation en une accusation de meurtre et de profanation, faisant passer la peine de 8 ans à 12 ans, ce qui est également une peine très clémente à mon avis. Pendant le procès, les parents de Yuki ont trouvé les meilleurs avocats qu'ils pouvaient trouver. Et, étonnamment, cela a été fait pour sa défense, car ils ont indirectement apprécié l'acte horrible de Yuki. De plus, ils ont témoigné devant le juge à quelle fréquence Azumi insultait son frère Yuki, et ils ont dit que leur fils Yuki est un gentil et calme garçon. Malgré le fait que Azumi ait été tué et démembré par son grand frère Yuki dans la maison familiale, ses parents l'ont tourné le dos devant le tribunal. Tout ça pourquoi ? Sûrement parce que leur fille Azumi n'a pas respecté la tradition familiale. Et voilà, c'était l'histoire d'Azumi Muto, une jeune femme dont la vie s'est arrêtée brutalement, non pas entre les mains d'un étranger, mais de son propre frère. Un drame intime, étouffant, où la jalousie, la pression sociale et la détresse mentale se sont mélangées jusqu'à créer l'irréparable. Au fond, cette affaire nous rappelle à quel point le mal peut parfois naître, là où on se croit le plus en sécurité, dans sa propre maison, et qu'entre la raison et la folie, il suffit parfois d'un instant, d'un mot de trop, pour que tout bascule. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a marqué, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines affaires. Prenez soin de vous et méfiez-vous des silences trop calmes.